Nous sommes réunis aujourd'hui pour parler d'Auguste Comte dans la maison d'Auguste Comte, Paris, 6e arrondissement, rue Monsieur-le-Prince. Alors Auguste Comte, c'est un philosophe du 19e siècle, ses dates sont 1798-1857, et c'est le fondateur d'une doctrine philosophique qui s'appelle le positivisme. Et le positivisme, on peut considérer qu'il a une grande importance puisqu'il structure la pensée de la Troisième République. Un certain nombre d'hommes politiques comme Jules Ferry s'inspireront de la pensée d'Auguste Comte après la mort de celui-ci en 1857. Mais on peut considérer que la pensée positiviste et la philosophie positiviste, qui sont mal connues et qui méritent d'être mieux connues, ont structuré une forme de philosophie politique française à partir de la Troisième République. N'oublions pas aussi qu'il y a eu une religion positiviste qui a été active, y compris à l'international. Et ce qui me paraît important, donc, c'est de dresser ce portrait d'Auguste Comte, de mieux le faire connaître, et grâce à cela, de mieux comprendre comment c'est un sujet, disons, de culture générale qui nous paraît important. Alors nous sommes réunis ici, je vous l'ai dit, en cette maison Auguste Comte, avec Michel Bourdeau, qui est directeur de recherche émérite au CNRS, qui va nous parler d'Auguste Comte, qui est secrétaire de cette maison miraculeusement conservée, secrétaire de l'association Maison Auguste Comte, et dans un premier temps, qui va nous parler de l'importance de la pensée de Comte dans l'histoire de la philosophie et l'histoire de la pensée de nos jours. Bonjour. Comme vous le disait Alexandre Moatti, Comte occupe effectivement une place éminente dans le panorama philosophique français. La preuve, c'est que si vous allez place de la Sorbonne, il y a une statue, celle d'Auguste Comte, qui d'ailleurs est parfois un peu malmenée, mais c'est aussi parce que cette place éminente a quelque chose de singulier. Comte a souvent été oublié. Si vous voulez comprendre son importance, il y a au moins deux façons de procéder. Tout d'abord, se dire que Comte est l'équivalent de Hegel. C'est une comparaison qui était assez familière durant l'entre-deux-guerres, qu'on trouve chez Alain, chez Meyerson, chez Hayek. Tous deux nous font une grande philosophie de l'histoire. Tous deux sont de grands amateurs de synthèse, surtout Comte à la fin de sa vie. Maintenant, il faut aussi mesurer la distance qui les sépare. C'est tout simplement que Hegel, c'est le dernier des théologiens. C'est l'élève du séminaire de Tübingen, alors que Comte, c'est l'élève de l'école polytechnique. C'est pas la même formation, c'est pas la même approche des choses. Une deuxième façon de mesurer l'intérêt, l'originalité de Comte, c'est de se dire qu'il appartient à une double ligne. Il est à la fois un philosophe des sciences et un philosophe politique. Vous me direz, bon, c'est pas très original, on peut dire la même chose de Platon, d'Aristote, de Kant. La seule chose, c'est que toujours après la Révolution française, ces deux branches se séparent. C'est-à-dire, vous avez par exemple le Poincaré, Duhem, les positivistes logiques, c'est les philosophes des sciences. Il ne faut pas de philosophie politique. Mais si vous ouvrez maintenant les étapes de la pensée sociologique de Aron, eh bien, Comte se trouve à côté de Marx et Tocqueville, philosophes politiques qui ne font pas de philosophie des sciences. Comte fait les deux. Et ça, c'est au cœur de son projet, comme je vais essayer de vous le montrer. Le projet de Comte, on le trouve dans un opuscule de jeunesse, le plan des travaux scientifiques nécessaires pour réorganiser la société. Vous avez bien la science, la société, et le titre dit bien, la science, c'est pour la société. Donc aujourd'hui, où les rapports entre la science et la société reviennent au premier plan,
Comte a des choses à nous dire. Voilà, c'est ce que je vais essayer de vous présenter maintenant. Alors, comme je le disais ou je le redis, la pensée de Comte structure notre histoire contemporaine française, à mon sens, à tel point qu'on peut dire que la France est un pays à la fois influencé par Descartes et aussi par Auguste Comte. Et justement, pour approfondir cela, nous allons voir ce que Michel Bourdeau appelle les deux carrières d'Auguste Comte, voire peut-être même trois, qui seraient sa jeunesse. Et donc ces deux carrières sont à la fois sa philosophie politique, puisqu'il va devenir une religion par la suite. Mais je lui laisse la parole pour détailler cela. Merci beaucoup. Les deux carrières, ce n'est pas de mon invention, c'est Comte qui a dit que s'était succédé en lui la carrière d'Aristote puis celle de Saint Paul. Il s'agit là d'essayer de prendre une première vue, grand angle, de la pensée de Comte. Il a résumé sa philosophie de cette façon-là, ou d'une autre encore, qui est très parlante. C'est dans le cours de philosophie positive, il a transformé la science en philosophie, et dans le système de politique positive, il a transformé la philosophie en religion. Il y a donc deux carrières qui souvent sont identifiées. Il y a le bon Comte, l'auteur du cours de philosophie positive, et le mauvais Comte, l'auteur du système de politique positive. Parce qu'effectivement, quand vous regardez non plus à la pensée, mais les œuvres de Comte, il y a deux massifs. Le cours de philosophie positive, 6 volumes, des milliers de pages, 12 ans d'écriture. Puis le système de politique positive, 4 volumes, autres milliers de pages. Et c'est ce que je vais vous présenter très brièvement avant de les regarder plus en détail. Mais en fait, ces deux carrières ont été précédées par une époque tout à fait fondamentale, qui est la période saint-simonienne d'Auguste Comte. Voilà, donc 3 temps dans cette partie. La période saint-simonienne. Comte est un élève de l'école polytechnique et un enseignant à l'école polytechnique. Mais son école est licenciée sous la Restauration pour indiscipline. Que va faire le pauvre Comte? Eh bien, il va aller un peu chez lui à Montpellier étudier la médecine, et surtout pendant plusieurs années, 1817-1824, il va être le secrétaire de Saint-Simon. Et c'est une époque passionnante, c'est une époque où Comte apprend beaucoup auprès de Saint-Simon avant de se brouiller avec lui, et de façon assez injuste, il en viendra assez rapidement à dire que Saint-Simon c'est un jongleur, que Saint-Simon c'est un dépravé, qu'il ne doit absolument rien à Saint-Simon, ce qui est faux. Ce qui est faux. Il doit beaucoup à Saint-Simon. J'insisterai sur 2 points. Tout d'abord, la pensée de Comte, le but de Comte qui se réalise dans la politique positive, c'est la fondation d'une nouvelle religion, la création d'un pouvoir spirituel. Or ça, c'est un leitmotiv de la pensée de Saint-Simon. Saint-Simon constate ceci, et c'est le problème que Comte rencontre dès sa jeunesse et qu'il poursuivra toute sa vie. C'est pour ça que cette idée d'opposer les deux Comtes, comme ça a été fait, le bon, le mauvais, ça ne tient pas. Comte avait raison. Dans le système de politique positive, la première page, c'est une citation de Vigny qui dit à peu près « Qu'est-ce que c'est qu'une vie réussie ? C'est la réalisation à l'âge mûr d'un rêve de jeunesse. » Donc Comte a, ce que Comte, si vous voulez comprendre plutôt
ce que veut Comte, c'est dans les écrits de jeunesse que vous le trouverez. C'est vraiment, moi je dirais, ce qu'il y a de mieux chez Comte, notamment ce plan des travaux scientifiques nécessaires pour réorganiser la société. La science est conçue dans sa dimension politique et pas uniquement dans sa dimension scientifique. Donc, le but de Comte, comme celui de toute sa génération, c'est comment terminer la Révolution. C'est le problème de Guizot, c'est le problème de Tocqueville, d'une certaine façon. L'ancien régime est détruit, qu'est-ce qu'on met à la place? Et alors, la réponse de Saint-Simon, c'est à la place, vous mettez non plus des sociétés militaires, mais des sociétés industrielles. Ça, c'est pour ce qu'il appelle le pouvoir temporel. À la place, non plus des croyances théologiques, mais des croyances positives. C'est-à-dire, il est nécessaire de rétablir un pouvoir spirituel qui a été détruit à l'époque de la Révolution. Et qui doit exercer cette magistrature spirituelle? Eh bien, ce sont les savants. Voilà. Donc, confier aux savants la place laissée vacante par le clergé catholique ou chrétien. Voilà. Ça, c'est chez Saint-Simon et c'est repris chez Comte. Et un autre thème très important repris par Comte, c'est l'opposition entre deux types de sociétés. Il y a des sociétés militaires et des sociétés industrielles. Qu'est-ce que c'est que le roi? Montaigne, c'est celui qui va le premier sur le sentier de la guerre, le prince. Le pouvoir appartient aux militaires. Et c'est encore vrai jusqu'à la fin de l'Ancien Régime. Bon, avec Napoléon, ça c'est quelque chose, c'est une idée qui est répandue à la chute de Napoléon. Le temps des guerres est fini. Et à la place, ce qui se substitue, c'est l'industrie. Et c'est quelque chose de très important parce que la Sainte Alliance, 1815, le Congrès de Vienne, a réussi, alors par des moyens difficilement acceptables, mais enfin, a réussi à imposer en Europe un siècle de paix. Il n'y a pas eu de guerre, où les guerres ont duré quelques semaines, c'est Sadowa, c'est Sedan, enfin, c'est la paix en Europe. Et le choc de la Première Guerre mondiale, c'est la fin de la croyance dans le progrès, et quelque part, le positivisme n'a pas résisté à ça. Voilà. Donc, je pense que vous voyez à quel point ces années d'apprentissage auprès de Saint-Simon ont été décisives pour Auguste Comte. Alors, à partir de là, ce qui se passe, c'est que le plan des travaux scientifiques est un ouvrage inachevé. Pendant plusieurs années, Comte a cherché il a annoncé une suite, il a cherché à la réaliser, et il s'est dit « je ne peux pas ». Et c'est une découverte tellement dramatique qu'il en perd la tête. Vous voyez ? Comte connaît ce qu'il appelle une crise cérébrale, c'est-à-dire qu'il délire et qu'il est interné pendant plusieurs semaines dans la clinique du docteur Esquirol. Et c'est ensuite, ou à peu près à la même époque, la date exacte, je n'en suis pas tout à fait sûr, Comte se dit, je ne peux pas finir mon système de politique positive, parce que le plan des travaux de 1822-1824, c'est le premier système de politique positive, je ne peux pas le finir si, au préalable, je ne parcours pas l'ensemble des sciences. Parce que pour rendre la politique positive, pour réorganiser la société,
il s'agit de hisser la politique au rang des sciences d'observation. La politique positive, c'est une politique entre guillemets scientifique. Mais pour constituer cette politique scientifique, eh bien, j'ai d'abord besoin d'écrire le cours de philosophie positive. Ce qui est très important, c'est de voir que le cours de philosophie positive, qui est considéré comme le grand œuvre de Comte, n'appartient pas au projet initial. C'est une sorte de longue parenthèse, 12 ans, ou même plus si on veut, qui ne se ferme que tardivement, et c'est la deuxième carrière qui est la reprise de l'époque saint-simonienne, grosso modo. Voilà. Alors, si on passe maintenant à la première carrière, le travail d'Aristote, la carrière d'Aristote. Comte est professeur à l'école polytechnique, et c'est vraiment la traversée du désert. C'est-à-dire que il a ses cours et il travaille pour rédiger les 6 volumes. Un travail énorme. Alors à côté de ça, il a une activité politique, l'association polytechnique. Il donne des cours d'astronomie aux ouvriers, mais il disparaît complètement de la circulation. Personne ne parle de Comte, il n'alimente pas les nouvelles, pas de publications ou des publications confidentielles. Et à ce propos, il y a quelque chose d'assez remarquable, c'est que les premiers admirateurs du cours de philosophie positive, ce sont des Anglais, Stuart Mill, Grote, etc., des radicaux qui reconnaissent chez Comte des gens, quelqu'un qui partage un certain nombre de leurs désirs de réforme de la société. Le Comte n'est reconnu en France qu'en 1844, quand Littré, quelqu'un qui est très important dans l'histoire du positivisme, qui d'une certaine façon a occupé une place plus importante dans la Troisième République, quand Littré publie un compte-rendu élogieux dans Le National, un journal qui était très lu à l'époque. Longtemps, je me suis dit, voilà, la reconnaissance de Comte, c'est les Anglais 1844 et les Anglais avant les Français. En réalité, c'est faux, et c'est ça où on voit bien la traversée du désert. C'est que quand il est saint-simonien, Comte, c'est une des personnalités de la vie intellectuelle française. Il fréquente les meilleurs, il est très connu. Les Allemands, Humboldt, viennent assister à son cours. Il connaît Guizot, il connaît Lamennais. Simplement, après la crise cérébrale, après quand il se retire pour composer le cours, on l'oublie. Donc il y a une double reconnaissance d'Auguste Comte. Voilà, pour la première carrière, la philosophie des sciences, dont je vous parlerai plus en détail un peu plus tard. Passons maintenant à la deuxième carrière, le système de politique positive, ce que Comte a appelé le positivisme complet. C'est ce qui fait que Mill et Littré, qui, comme je viens de vous le dire, ont beaucoup admiré Auguste Comte, le cours, se désolidarisent de lui. Parce qu'effectivement, la deuxième carrière de Comte, ça, c'est un peu bizarre. C'est-à-dire il y a des choses très puissantes et il y a des choses auxquelles il est difficile d'adhérer, si vous voulez. Par exemple, ce à quoi Littré se refuse, c'est en 1851 ou 52, le coup d'État de Napoléon III, l'Empire, Comte applaudit la dictature. Ça, c'est ce qui lui convient. Avec ça, ça fait fuir Littré, et aujourd'hui, ça fait fuir encore plus de monde. Encore faut-il s'entendre sur ce qu'il appelle la dictature. Donc, la deuxième carrière, c'est ce que Comte appelle le positivisme complet, qui est aux antipodes
presque de ce que nous appelons le positivisme. Par exemple, dans le positivisme complet, l'art est supérieur à la science. Vous voyez, aujourd'hui, positivisme et scientiste, c'est un peu la même chose, mais pas le positivisme complet. Alors, qu'est-ce qui explique cette espèce de volte-face? Alors, d'abord, est-ce une volte-face? C'est très compliqué, je ne vais pas entrer là-dedans. Comme je vous le disais, vous pouvez voir une continuité très forte. Mais il y a un événement majeur, c'est la rencontre de Clotilde de Vaux. L'année sans pareil. Comte tombe amoureux, follement. Ça ne dure pas longtemps parce que Clotilde meurt, malheureusement, mais ensuite Comte lui voue un culte, presque pathologique. Hein. Et si par exemple cette maison subsiste, il était question, pour faciliter la circulation, de d'élargir la rue Monsieur-le-Prince, et le bâtiment où nous sommes aurait été détruit. Les positivistes se sont démenés pour que l'appartement soit classé au motif que c'était un lieu de culte. Vous voyez, ils se réunissaient là pour les cérémonies, et notamment, on le verra peut-être un peu plus tard, il y a le fauteuil où Clotilde s'asseyait, devant lequel Comte, à la fin de sa vie, venait prier pendant 1 heure tous les jours. Vous voyez, ce sont des choses quand même qui interpellent. Hein. Donc ça c'est un des aspects risibles peut-être du positivisme complet. Il y a des autres choses qui ne le sont pas du tout, si vous voulez. C'est une œuvre baroque avec des bizarreries. Par exemple, le système de politique positive, il y a des pages et des pages sur le nombre de sacerdotes, leur hiérarchie, leur salaire. Ça ne rime à rien. Hein, Mais alors, ce qui est très fort, c'est la prépondérance du cœur. L'esprit n'est pas destiné à régner, mais à servir. Et ça, c'est lié, l'esprit, c'est le pouvoir spirituel. On verra ça peut-être un peu plus tard. Le Comte condamne de la façon la plus expresse, la plus formelle, l'idée des philosophes rois de Platon. Les philosophes ne sont pas destinés à régner, ils ne sont pas du tout faits pour ça. D'ailleurs, ça n'a pas marché. Hein. L'esprit n'est pas destiné à régner, mais à servir. Ceci étant, servir, ça ne veut pas dire être servile. Hein. L'esprit, c'est le ministre du cœur. Voilà. Ça, je pense, c'est une idée qui est très forte, qu'on retrouvera quand on parlera de la religion positiviste. Alors, Michel Bourdeau, les 6 tomes du cours de philosophie positive, c'est 1830-1842, c'est connu pour 2 choses que vous allez nous expliquer, qui sont la loi des 3 états, la fameuse loi des 3 états, et la classification des sciences. Oui, effectivement, c'est en général ce à quoi se résume la connaissance du cours de philosophie positive. Les 2 premières leçons des 60 leçons que comporte l'ouvrage. 6 volumes, des milliers de pages, 12 ans de rédaction, et en général, au-delà de la 2e leçon, on s'arrête. Oui. Alors, ce qu'il faut bien voir, ces 2 leçons, effectivement, sont des leçons d'une force énorme. Comte explique très vite que le cours poursuit 2 buts. Un but général, le survol des sciences fondamentales, celles retenues par la classification, que je vous donnerai plus tard, et la fondation de la sociologie. Ce qui fait que des 6 volumes, 3 sont consacrés aux 5 premières sciences et 3 à la sociologie. C'est pour ça que Comte, c'est le fondateur de la sociologie.
hein, c'est quelque chose qui lui est nié, mais c'est au moins lui qui a inventé le nom. Hein. Voilà les deux buts spéciaux, les deux buts généraux et spéciaux du cours. Ce qu'il faut bien voir aussi, c'est la modernité de l'ouvrage. Comme je vous le disais, la philosophie des sciences, c'est pas nouveau, c'est aussi vieux que la philosophie. Mais il y a chez Kant, par exemple, une philosophie des mathématiques. Simplement, elle n'est pas désignée sous ce nom. C'est l'esthétique transcendantale. Pour savoir que c'est de la philosophie des mathématiques, il faut se lever de bonne heure. L'originalité de Comte, c'est de reconnaître la spécificité de chaque discipline. C'est-à-dire que vous trouverez des leçons de philosophie des mathématiques, des leçons de philosophie de la physique. Hein. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, plus personne ne fait de la philosophie des sciences, on fait de la philosophie des maths, de la philosophie de la physique, de la philosophie de la biologie. Le premier à avoir reconnu cette autonomie en quelque sorte disciplinaire ou subdisciplinaire, c'est Auguste Comte. Et vous le constaterez également si vous comparez cela aux deux autres grandes œuvres de philosophie des sciences qui sont contemporaines. Mill, ce qu'il écrit en guise de philosophie des sciences, c'est un système de logique. Ouais. Ou bien Bolzano, ce qu'il écrit, c'est une Wissenschaftslehre. C'est pas, et vous n'avez pas cette succession mathématique, physique, biologie, chimie, astronomie, etc. Voilà la modernité de Comte. Alors, maintenant, les deux piliers de ce cours, ils sont posés dans les deux premières leçons. Première leçon, exposé de la loi des trois états. Deuxième leçon, classification des sciences. La loi des trois états. La loi des trois états, c'est une loi sociologique. Hein. C'est pour ça qu'elle est exposée deux fois chez Comte, dans la première leçon et au début des leçons de sociologie. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? La loi des trois états, c'est une loi qui nous résume la marche de l'humanité. Hein. C'est une philosophie de l'histoire. Et c'est la reprise, par contre, du projet de celui qu'il considérait, comme il était très injuste envers Saint-Simon, comme son véritable prédécesseur, à savoir Condorcet, l'esquisse d'un tableau historique des progrès de l'esprit humain. Ce que dit la loi, c'est que l'esprit humain est passé par trois états successifs, l'état théologique, l'état métaphysique et l'état positif. L'état théologique, c'est l'explication, pourquoi est-ce qu'il y a une éclipse de soleil? Ah, c'est parce que le dieu du soleil est fâché. Pourquoi est-ce qu'il y a un tremblement de terre? Parce que la déesse de la terre est fâchée. Pourquoi est-ce que la mer se déchaîne? Ah, c'est parce que Neptune a eu des malheurs, etc. Hein? C'est ça l'explication, la pensée théologique. C'est expliquer les phénomènes naturels par des agents surnaturels. Hein? La pensée métaphysique, c'est une modification de la pensée théologique. C'est-à-dire, vous allez faire l'économie des agents naturels et vous allez invoquer à la place des entités abstraites. Donc, la pensée métaphysique, elle se caractérise par l'abstraction, et c'est en cela qu'elle favorise le développement des sciences, si par d'autres côtés elle lui fait obstacle. Si vous voulez, historiquement, la loi des trois états, elle est très séduisante, hein, parce que vous pouvez confirmer ce que vous dit Comte dans l'histoire de la métaphysique. Quand est née la métaphysique? Eh bien, c'est en Grèce, chez
les présocratiques, Zénon, etc. Or, que font les présocratiques sinon dire que ce qui explique les phénomènes naturels, ce n'est pas le soleil, mais c'est le feu. Oui, ce n'est pas Zeus, mais c'est le feu. Ce n'est pas Neptune, mais c'est l'air, c'est-à-dire c'est remplacer ces êtres qui étaient comme des êtres humains, c'est-à-dire qui avaient des passions, qui étaient amoureux, qui se mettaient en colère, qui somnolaient quand il ne fallait pas, etc., par des entités abstraites, l'air, le feu, etc. Donc, voilà la pensée théologique, métaphysique. Maintenant, la pensée positive, c'est celle qui s'est développée avec les sciences et qui substitue l'observation à l'imagination. Derrière tout cela, vous avez deux concepts que Comte met très bien en évidence, le concept de cause et le concept de loi. La pensée positive, c'est celle qui renonce à la recherche des causes et qui s'en tient, des causes premières et finales, mais c'est des causes, et qui s'en tient à l'énoncé des lois. Et effectivement, aussi bien dans la pensée théologique que dans la pensée métaphysique, on invoque des causes. Et c'est quelque chose qui a été reproché à Comte, parce qu'on dit on ne peut pas se dispenser de la notion de cause. Il dit si, la science, c'est des lois. Mais on n'a pas à chercher les causes, ça ne rime à rien. Et ce qu'il faut voir, c'est que cette critique de l'idée de cause, elle est empruntée à Hume. Hume vous dit, dans l'idée quand vous dites que le choc des corps, la boule qui arrive est la cause de la mise en mouvement de l'autre boule, ce que vous voulez dire, c'est qu'il y a une relation constante entre dans le choc, mais la causalité, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Quand vous dites que l'arsenic cause la mort, il y a une relation constante entre l'absorption d'une certaine substance et la mort. Mais qu'est-ce qui cause la mort dans l'arsenic ? Vous voyez bien, vous pouvez dire c'est tel produit toxique, mais qu'est-ce qui fait que tel produit toxique cause la mort ? Vous êtes de nouveau embarrassé. Si vous voulez. La notion de cause, c'est une notion qui ne résiste pas à l'examen. Voilà ce que vous dit Comte. Maintenant, la classification des sciences. Alors, le résultat est très simple. Il y a 6 sciences fondamentales. Il est bien entendu que toutes ne sont pas là, mais on a éliminé des branches des sciences. Par exemple, on ne mettra pas, vous ne trouverez pas l'optique, la mécanique, l'électricité. C'est la physique. Et quand vous avez procédé à ce tri, il reste, dit Comte, 6 sciences qui se présentent dans l'ordre suivant: la mathématique, l'astronomie, la physique, la chimie, la biologie, la sociologie. Alors, quel est le principe qui préside à cette classification? Eh bien, Comte nous dit, nous allons du plus général au plus particulier, du plus simple au plus complexe. Tous les phénomènes sont soumis aux lois mathématiques. Que vous preniez un être vivant, que vous preniez des molécules chimiques, 1 plus 1 fera 2. Voilà. Et ainsi de suite, c'est-à-dire que vous resserrez petit à petit le domaine que vous étudiez. Et le domaine le plus délimité, c'est le domaine social. C'est-à-dire, tout être social, l'homme n'est pas le seul être social, il y a des animaux qui vivent en société, mais tout être social est un être vivant. Donc la sociologie suit la biologie. Tous les phénomènes chimiques obéissent aux lois physiques. La physique précède la chimie. Voilà. Et
À mesure que les phénomènes deviennent plus particuliers, ils deviennent aussi plus complexes. Alors ça a une conséquence un peu bizarre, c'est que pour Auguste Comte, la discipline la plus simple, ce sont les mathématiques. Dans l'expérience quotidienne des élèves, les mathématiques, c'est pas simple, c'est très compliqué. Comte vous dit non, c'est ce qu'il y a de plus simple, vous n'avez besoin de rien pour faire des mathématiques. Ça peut s'enseigner dès le primaire, alors que vous ne pouvez pas enseigner la physique au primaire, ça n'a pas de sens. Alors, vous voyez bien, d'une certaine façon, cette classification des sciences, ce sont des emboîtements. Chaque discipline est emboîtée dans celle qui la précède. Vous rétrécissez petit à petit le domaine que vous étudiez. Avec cette relation, vous avez un certain nombre de corollaires. Par exemple, ça c'est très intéressant, à mesure que vous montez, Comte parle de l'échelle encyclopédique, la classification, à mesure que vous montez dans l'échelle encyclopédique, les phénomènes deviennent plus variables, oui, modifiables. Prenons un exemple. La température d'un être humain, 37 degrés. Ceci étant, si vous avez 36, si vous avez 39, vous êtes toujours en vie. Vous voyez bien, les phénomènes, il y a toujours des lois, mais les lois deviennent moins précises. Et Comte vous dit, il ne faut pas confondre la précision et la vérité. Dire la somme des angles d'un triangle font 181 degrés, c'est très précis, c'est faux. Si vous dites tous les hommes sont des mammifères, c'est vrai, mais ce n'est pas très précis, vous voyez bien. Donc, à mesure que vous montez dans l'encyclopédie, les phénomènes deviennent variables, et Comte ajoutait même si variables que, dans certains cas, le cas des phénomènes sociaux, on doutait qu'on puisse y reconnaître des lois, comme la loi des 3 États. Voilà. Autre chose encore sur cette loi de classification, sur son principe, Comte, à la fin de sa vie, ajoutera une 7e science dans le positivisme complet, la morale. Mais enfin, on peut laisser ça de côté. Alors, je voudrais maintenant vous dire quelques mots plus précis sur la sociologie, la 6e science, qui pendant très longtemps était la science finale. À la fin du cours de philosophie positive, ce sont les conclusions générales. Comte pose la question qui est appelé à à occuper la présidence de l'échelle encyclopédique. Alors il dit qu'il n'y a que 2 candidats possibles, les mathématiques ou la sociologie, la première ou la dernière. Les mathématiques sont écartées au motif qu'un berceau, les mathématiques sont le berceau de la positivité, un berceau ne saurait être un trône. Donc le trône est réservé à la sociologie. Ce qui fait, et ça c'est très très important pour comprendre la pensée de Comte, c'est que la sociologie chez Comte assume une double fonction. C'est une science parmi d'autres, la science des phénomènes sociaux comme il y a une science des phénomènes biologiques, mais c'est aussi la reine des sciences, celle qui clôture et qui occupe la présidence de l'échelle encyclopédique. Ça veut dire elle substitue à la philosophie. Et ça a un grand mérite, ça, la classification des sciences, c'est de poser une limite disons, de nous aider à penser unité et diversité des sciences. Le principe de la classification, c'est les sciences sont irréductibles. C'est la pluralité des sciences. Mais d'un autre côté, quand vous les classifiez, vous les réunissez. C'est les chaînons d'une même chaîne. Donc chez Comte, vous avez une solution originale à la question qui est aujourd'hui très débattue, pluralité, diversité ou unité de la science.
Il tient les deux. Nous avons changé de salle dans cette maison Auguste Comte, Paris 6e. Nous sommes là dans le salon de la maison Auguste Comte. Nous avons le portrait derrière nous de Clotilde Deveau, la seconde femme d'Auguste Comte, qui ne connaîtra pas très longtemps. Elle meurt en 1845, mais qui a une forte influence sur lui. Et c'est ce qui va nous permettre de parler de cette seconde carrière de Comte, après la première carrière qui fut la philosophie positive, la loi des trois états, la classification des sciences. Donc cette seconde carrière qui est la politique positive et la religion positiviste que nous allons essayer de comprendre à présent. Donc Comte, terminé le cours, revient à son projet initial, la politique. Et ça se trouve dans le système de politique positive, 4 tomes, 1851-54. Pour bien en comprendre le caractère un peu déroutant, il faut prendre le titre tout entier, Système de politique positive ou traité de sociologie, instituant la religion de l'humanité. Quelques mots tout d'abord sur le terme même de politique positive. Il s'agissait de hisser la politique au rang des sciences d'observation. Ce qu'il faut bien voir, c'est que la politique positive s'oppose à la politique métaphysique et qu'à chacun des 3 états correspond une politique. Il y a une politique théologique, exemple Bossuet, politique tirée de l'Écriture sainte. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la politique métaphysique? Alors, grosso modo, c'est ce que nous considérons comme l'âge d'or de la philosophie politique, pour faire vite, de Hobbes à Rousseau. Et cela explique le statut, disons, difficile de la politique positive, qui a été très bien résumé par Michel Houellebecq, qui connaît très bien cet aspect. Tout chez Comte est fait pour exaspérer le lecteur contemporain. Ce que vous dit Comte, c'est que ce que nous prenons comme le nec plus ultra, la pensée de Rousseau, les droits de l'homme, la souveraineté populaire, tout cela, c'est à abandonner. Cette métaphysique, c'est-à-dire critique, c'est fait pour détruire, c'est ce qui est dit dans l'opuscule fondamental, c'est fait pour détruire l'ancien régime, mais son but a été atteint, et croire qu'on peut transformer en instrument de construction des armes de guerre, c'est se tromper. Vous voyez bien, la politique positive, c'est une critique de ce que nous prenons pour le mieux de la vie politique. Récemment, je suis tombé sur une citation de Bergson qui va dans le même sens. Que dit Bergson? C'est que la Déclaration des droits de l'homme, chaque article de la Déclaration des droits de l'homme, c'est une protestation contre des abus, mais qu'il est difficile d'en tirer des enseignements positifs. Or, c'est ça que veut Comte. Donc il est obligé de tout créer, en quelque sorte, ex nihilo. La politique positive repose sur ce que Comte a donné comme 2 axiomes. Pas de société sans gouvernement, il n'y a pas de société qui puisse durer sans un sacerdoce quelconque, c'est-à-dire la religion. Le pouvoir spirituel, le premier, c'est le pouvoir temporel. Donc, pas de société sans gouvernement, c'est poser une relation intrinsèque entre la société et le gouvernement. Sur ce point, quelques brèves remarques. Tout d'abord, la politique, c'est l'art de gouverner. Chez Comte, il n'y a pas de réflexion pour la notion d'État. Pour dire vite, la notion d'État, c'est une notion métaphysique.
Oui. Le plus intéressant, ou aussi intéressant, il y a un lien entre la politique et la sociologie. Il s'agissait, dans l'écrit de Jeunesse, de hisser la politique au rang des sciences d'observation. Par la suite, la politique n'est pas vraiment une science, c'est un art, l'art de gouverner. La science, c'est la science des phénomènes sociaux, la sociologie. Donc, il y a la science sociale et l'art politique, de la même façon qu'il y a la science biologique et l'art médical. Voilà. Alors, qu'est-ce qui justifie cet axiome? Eh bien, c'est tout simplement la division du travail. Comte a lu Adam Smith, avait une admiration profonde pour Adam Smith, et il lui emprunte le concept de division du travail en reprochant aux économistes ultérieurs d'en avoir limité la portée. La division du travail, c'est un phénomène universel que vous retrouvez déjà dans la vie. Il y a la division physiologique du travail. Dans le développement de la vie, c'est la diversification des fonctions de l'organisme. Et alors, la division du travail est à la fois la condition du progrès et en même temps, elle a des effets pervers. Et c'est pour lutter contre les effets pervers qu'on a besoin d'un gouvernement. Un gouvernement, il doit ramener à la considération de l'ensemble des esprits spontanément portés à la dispersion. Parce que pour bien expliquer ce qu'il entend par division du travail et ses effets pervers, il prend l'exemple connu de la division, la formation d'une épingle. Il faut 18 opérations, 18 personnes, et il ajoute, mais dans le monde intellectuel, vous avez la même situation. La spécialisation, c'est la division du travail. Il y a des gens qui passeront leur vie à classer une variété d'insectes ou à résoudre un type d'équation. Et il ajoute, alors c'est condition du progrès bien sûr, mais l'effet délétère est le suivant: hypertrophie d'un organe et atrophie de tous les autres. Donc il faut lutter contre ces effets pervers de la division du travail, et c'est la fonction du gouvernement. Il doit aider et à la fois réprimer tout. Voilà. Le deuxième axiome de la politique positive, c'est la religion. Parce qu'il faut bien voir que le positivisme complet ne voit dans la politique, comme dans la morale d'ailleurs, que des branches en quelque sorte de la religion. Alors, concernant la religion positiviste, il y a une sorte de scandale. C'est une religion sans Dieu. L'état théologique est révolu, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de place pour la religion. Or, aujourd'hui encore, religion et croyance en Dieu sont considérés comme indissociables. Comte vous dit non. La religion, ce n'est pas un rapport au surnaturel, à l'au-delà, au ciel. C'est un phénomène social, c'est le lien social. Alors, ensuite, que dit-elle? Eh bien, la religion, nous dit Comte, c'est un état de parfaite harmonie, et elle a deux dimensions, une dimension morale et une dimension politique. Et si vous regardez, c'est bien ce qui se passe. Alors, la dimension morale, c'est régler le dedans par le dehors. Parce que l'harmonie, elle consiste soit à régler à l'intérieur de l'individu les différents instincts, les différentes composantes psychologiques, soit à rallier les individus entre eux. Et ça, c'est la dimension
politique. Donc, la religion positive, elle nous apprend c'est l'altruisme. Comte, à la fin de sa vie, a développé toute une théorie cérébrale qui est en même temps un tableau de l'âme, c'est-à-dire quand il vous dit l'esprit n'est pas destiné à régner mais à servir, c'est une référence aux composantes psychologiques de l'homme. Dans la psychologie, il y a des aspects purement intellectuels et des aspects affectifs, l'esprit et le cœur. Eh bien, le positivisme, c'est Comte qui a inventé le mot altruisme. Et la morale, la religion positiviste, elle nous invite à vivre pour autrui. Et pour cela, il faut régler le dedans par le dehors. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que le monde intérieur, le monde du dedans, c'est un monde instable. Les humeurs, on est de bonne humeur, on est de mauvaise humeur, on ne sait pas pourquoi, etc. Et c'est une source de perturbation. Alors que le monde extérieur, c'est le cosmos, c'est un monde ordonné. Eh bien, c'est ça une des fonctions de la science, c'est de nous donner l'image d'un monde ordonné qui puisse nous aider à nous ordonner nous-mêmes. Voilà, la morale positiviste de la religion positiviste. Maintenant, il y a une dimension politique. Alors, la dimension politique, c'est le pouvoir spirituel. Le pouvoir spirituel, comme je vous le disais, les philosophes rois, non. Le pouvoir appartient, le pouvoir fondamentalement, c'est le pouvoir temporel, le pouvoir du prince, le pouvoir, c'est pour ça, du chef d'État. Mais ce pouvoir a des limites, et même on ne gouverne temporellement que ce qui ne peut l'être spirituellement. Parce que c'est le recourir à la force, et on évite de recourir à la force. Alors, il y a deux aspects deux aspects politiques dans la religion. Cet aspect pouvoir spirituel, donc il y aura un clergé, un sacerdoce, il y aura des sacrements, mais Comte, à la fin de sa vie, a aussi développé une analyse proprement sociologique de la religion qui est extrêmement intéressante. Il vous dit qu'il y a trois sortes de sociétés. La première forme de société, c'est la famille, la société familiale, c'est l'apprentissage de la vie sociale. Ensuite, il y a la société politique, c'est la cité, c'est la politique proprement dite. Et alors, ça c'est quelque chose qui est peu connu, extrêmement intéressant. Comte, qu'on dit un admirateur des Jacobins, centralisateurs, en fait proposait de décomposer un État comme la France en 17 ou 19 intendances. C'est-à-dire, il disait, les États modernes, c'est une création de la fin du Moyen-Âge, c'est une création historique qui n'a pas de nécessité, ils sont trop grands, ça crée de la servitude, il faut réduire les États. Et alors, ce qui, en revanche, est destiné à s'étendre à la planète entière, c'est le pouvoir religieux. Vous avez, la société religieuse, c'est une société planétaire, c'est une société catholique au sens initial de catholique, c'est-à-dire universelle. Et donc, le pouvoir temporel, il est divisé, et le pouvoir spirituel, alors Comte se voyait en pape, il s'étend sur toute la planète. Eh bien, pour conclure, si on se demande une raison supplémentaire de s'intéresser à Comte, eh bien, je vous renverrai à Hayek, qui a écrit un des livres les plus importants sur Comte en 1952, où il traite Comte de socialiste, de planiste, etc. Ce qui est vrai, c'est que Comte nous donne des moyens de voir les limites du néolibéralisme à la Hayek, qui est vieux, qui est du laisser-faire.
il est important de prendre conscience de ce que c'est par là que Comte a commencé. Chez Saint-Simon, il lisait Adam Smith, Jean-Baptiste Say, etc. Puis il s'est rendu compte que ça n'allait pas. Il n'y a pas de société sans gouvernement. Or, chez ces gens-là, le gouvernement est un mal nécessaire. Il faut déréguler. Or, Comte dit non. Hayek, c'est le théoricien de l'ordre spontané. Il n'a pas été capable de voir que chez Comte, l'ordre spontané, Comte qui a lu Adam Smith, a très bien vu l'importance de l'ordre spontané. C'est ça la sociologie. La statique sociale, c'est la théorie, c'est le titre d'une leçon du cours de philosophie positive, c'est la théorie de l'ordre spontané des sociétés humaines. Donc Comte a vu ça. Et il a vu une chose que Hayek n'a pas vue, c'est que cet ordre spontané, il est modifiable. C'est-à-dire que déréguler pour laisser la place à l'ordre spontané, c'est renoncer à notre pouvoir d'intervention. Nous pouvons, c'est ça le gouvernement, il règle, il améliore l'ordre spontané. L'ordre artificiel, c'est une amélioration de l'ordre naturel. Et quand il parle de gouvernement, Comte insiste bien, nous ne gouvernons pas les phénomènes sociaux. S'il y a des lois dans la vie sociale, eh bien ces lois, nous n'en sommes pas maîtres. Ce que nous pouvons, c'est les modifier à notre avantage. Par exemple, atténuer l'effet des crises. Voilà, c'est ça la fonction du gouvernement. Alors, si vous souhaitez en savoir davantage sur Auguste Comte, eh bien, quelques indications bibliographiques. Je vous disais, la voie royale d'accès à la pensée de Comte, c'est le plan des travaux nécessaires, travaux scientifiques nécessaires à réorganiser la société. Vous le trouvez avec les inévitables 2 premières leçons du cours de philosophie positive, loi des 3 états, classification, dans un volume intitulé Philosophie des sciences dans la collection Tel chez Gallimard. C'est vraiment un très bon recueil et ça vous permettra de vous familiariser avec la philosophie des sciences. Et toujours dans les écrits de jeunesse, un texte court qui a été republié dans la collection, du moins sur le site Bibnum, qui s'appelle Considérations philosophiques sur la science et les savants. Des considérations philosophiques sur la science, on en a, comme je vous disais, depuis l'Antiquité, mais ajoutez que ces considérations, c'est pas seulement sur la science, mais c'est aussi sur les savants, c'est reconnaître qu'au tournant du XVIIIe, XIXe siècle, il y a un phénomène nouveau qui apparaît, c'est la classe des savants, auquel Comte voulait confier le pouvoir spirituel. Donc sur le site Bibna. O amor vem por princípio, é a ordem por base. O progresso é que deve vir por fim. Desprezaste essa lei de Augusto Comte e foste ser feliz longe de mim. O amor vem por princípio, é a ordem por base. O progresso é que deve vir por fim. Desprezaste essa lei de Augusto Comte.